Plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'exercice de ce dimanche. Le décryptage s'installe ainsi chez vous. Et notre consultant politique est déjà dans ce studio. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforica. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. On est revenu sur l'élection du bureau du Sénat ce dimanche à travers l'entretien et également l'hebdo des éditorialistes. Dans l'un ou l'autre des deux formats, la question a été posée aux invités, ce que gagne réellement le citoyen béninois dans ce Sénat, dans le bicamérisme justement du Parlement. Les uns et les autres ont parlé de stabilité et de transmission. Agapit Napoléon Maforican, je vais vous demander si vous partagez cette même lecture, surtout sur cette question de stabilité, avant de vous relancer là-dessus. Moi, je ne parlerai pas de stabilité, parce que le Sénat ne peut pas être gage de stabilité. Le système est stable depuis 1990. Nous avons opté pour une démocratie pluraliste, un multipartisme intégral. Il a été non régulé pendant longtemps. Et depuis 2016-2018, une certaine régulation s'est faite. De 1990 à aujourd'hui, le système s'est amélioré au regard du fonctionnement des institutions. Donc, la stabilité du système est déjà acquise depuis 1990. Les réformes font partie du système. Donc, du coup, il y a eu des réformes depuis 1990. Elles ont été totales, elles ont été profondes de 2016-2018 et dans la dynamique de ce que disait Boni Yahi en 2010-2011, même en 2009 déjà, quand il parlait d'abord de la dictature du développement et ensuite quand il évoquait les repères éthiques, moraux et spirituels que nous n'avions plus, qui étaient nécessaires à la refondation. Lui qui est venu avec un projet de changement s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas, aucun changement ne peut advenir s'il n'y avait pas cette refondation de la République. Alors, ce qui s'est passé de 2016 à aujourd'hui n'est que la refondation. Donc, c'est dit simplement que tout ça fait partie de la stabilité du système. Ça veut dire qu'on a une démocratie pluraliste qui s'est améliorée, qui a évolué, qui a connu différentes péripéties peut-être, qui n'ont peut-être pas cessé d'en connaître. Donc, les réformes dont nous parlons aujourd'hui vont entrer dans, c'est un peu comme Covid-19, c'est arrivé, c'est choqué, ça a tué, et puis c'est entré dans le quotidien de tout le monde. C'est la même chose aujourd'hui, les réformes vont devenir banales bientôt. Alors, le Sénat apporte quoi? Le Sénat apporte l'équilibre des institutions. Et Patrice Talon en avait parlé déjà, déjà dans son projet de société 2016, l'équilibre des institutions. N'était pas déjà équilibré? Non, il y avait un déséquilibre dans certains partages de rôles. Moi, je dis toujours, la Cour constitutionnelle, on lui en avait un peu trop donné, si tellement que elle-même, à force de s'auto-saisir par-ci, de se déclarer incompétente par-là, n'arrivait pas toujours à anticiper ou même juguler. Donc, autant cette décision n'était suivie d'aucun recours, mais autant il y avait tellement de commentaires, de critiques, et parfois même d'affronts à cette décision. Sinon, les élections de 2019 n'auraient jamais connu ce que ça a connu si on était discipliné et que toutes les parties prenantes respectaient ce principe-là. Donc, le Sénat vient pas pour prendre les pouvoirs des autres, mais pour équilibrer. Le président de la République, j'ai souvent dit que notre constitution de 1990 en a fait un monarque. Mais ce n'est pas faux. Avec le Sénat, il sera moins monarque. Le Sénat ne prend aucune de ses ressources, de ses prérogatives à lui. Non, c'est pas de prérogatives. C'est ça que vous dites. Le Sénat ne prend prérogatives de personne. Donc. Mais il y a un équilibre. Et c'est peut-être que c'est ça que j'appelle la stabilité. Il y a un équilibre qui va se gérer. Et entre le président de la République, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, il y avait un déséquilibre qu'il fallait stabiliser. Les autres, on n'en a pas trop parlé. Les autres institutions comme le CES a été réformé. Oui, il y a une sorte d'équilibre que peut-être que c'est ça que les gens appellent la stabilité. Bon, d'accord. Moi, je voulais vous demander si justement cette stabilité n'est pas déjà un acquis dans la mesure où ceux qui ont incarné les plus fortes tensions auxquelles vous venez de faire allusion, les plus fortes tensions politiques ces dernières années, siègent désormais au niveau de ce Sénat-là. Est-ce que la quête sera alors finalement la responsabilisation des acteurs politiques aujourd'hui? Mais c'est exactement ça. En fait, vous voyez ceux qui ont été à la base des crises politiques. Oui. Elle en a toujours eu. C'est pas, ne regardez pas sur la décennie. Donc voilà. Donc, c'est pour dire que c'est là la fonction aujourd'hui du Sénat, l'apparition du Sénat crée une sorte donc d'équilibre, comme je l'ai dit. Et je vais peut-être emprunter l'expression de stabilité
que les autres ont utilisé pour qu'on soit en phase. En fait, là maintenant, vous avez parlé de la responsabilisation, pas que de l'acteur politique, même de la personnalité. L'ancien président de la République, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de la Cour constitutionnelle est apte à signer, à siéger au Sénat, c'est désormais qu'il ne peut plus être clivant. Il ne peut plus prendre des positions à l'emporte-pièce en griffe, je m'excuse. Il ne peut plus dire n'importe quoi en griffe, je m'excuse. Parce qu'il est une personnalité qui siège à la commission centrale arbitrale politique. On peut dire ça comme ça, à une commission centrale arbitrale politique, où on ne peut pas dire n'importe quoi, parce qu'on est une personnalité à participer à l'arbre par l'arbre des sages, des anciens, et lorsqu'on en est là, sa parole devient rare. La parole devient rare. Surtout la parole. On peut critiquer un roman, on peut aller apprécier une scène, on peut aller déambuler au pied des Amazones et chanter danse avec l'Amazone, on peut même chanter si on veut. Mais on ne peut pas, on ne peut plus débattre au marché d'Antokpa, par exemple, et défier le pouvoir politique. On ne peut plus faire ça. Et au même moment, on ne peut plus prendre la parole pour dire, bon voilà, mon successeur ne veut pas de la démocratie, il veut le désordre, lui seul veut tous les pouvoirs. On ne peut plus dire ces choses-là. Parce qu'on laisse ça aux partis politiques. Oui. Et les partis politiques, également, doivent le faire en droite ligne avec la trêve politique. Donc, voilà le contexte aujourd'hui qu'apporte le Sénat et dans lequel nous devons apprendre maintenant à exister. Et surtout l'homme politique, oui. Il y a la personnalité politique. Maintenant, il y a l'homme politique ordinaire. Lui aussi, il est obligé de faire attention parce que sa parole peut être scrutée et peut-être peut donner lieu à un carton jaune ou un carton rouge. Et justement, vous parlez de partis politiques. Il y a eu un cadre du parti Les Démocrates, Agapit Napoléon Maforika, qui déclarait sur Radio France Internationale concernant ce Sénat que l'utilité de cette institution dépendra avant tout de son objectivité face aux crises. Dans cette condition, voici la question. Quel gage concret le nouveau bureau ou le Sénat, si vous préférez, doit-il donner dès ses premiers actes déjà pour rassurer toute cette classe politique qui la regarde sur son rôle aujourd'hui de régulateur impartial? Un régulateur ne peut pas être objectif. Il peut être impartial, mais il peut être objectif. Vous savez, l'analyse d'une situation dépend du contexte. Et donc, l'objectivité est relative. Le concept même d'objectivité est relatif. Par contre, le concept d'impartialité, lui, on peut en parler. L'impartialité veut dire que la même rigueur avec laquelle on a, en tout cas, que les règles du jeu telles qu'on les a posées, qu'on les respecte. Que les principes tels qu'on les a érigés soient respectés. Et là, par contre, l'objectivité, donc, première chose, moi je ne vois aucune institution objective. Il n'y en a pas. Nulle part. Nulle part. Nul, il n'y en a pas, même pas une seule. C'est légèrement discutable. Non, je vous laisse le principe d'objectivité n'existe plus. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'institution objective. Par contre, on peut parler de l'impartialité d'une institution par rapport aux décisions qu'elle prend. Ça, je soutiens ça. Et donc, le Sénat est attendu sur l'impartialité de ces décisions. Terminé. Pour moi, il n'y a aucune pression à lui mettre par rapport aux premières et deuxièmes décisions. Il y aura une première décision, elle peut être discutable. Il y aura une deuxième, elle peut être discutable. Il y aura une troisième, elle peut être consensus. On parle de première décision au vu de, on l'a nommé, de crise politique. On va être regardant là-dessus. Est-ce que justement, c'est pas sur ces éléments-là finalement que ce scénario, au-delà même de ses attributions enfermées dans la Constitution, que ce scénario-là sera évalué in fine à Agapit Napoléon? Qui va l'évaluer? Il n'y a pas à l'évaluer. Il existe. Les acteurs politiques. Enfin, qui lui a donné le pouvoir d'évaluer le Sénat? En fait, ça ne sera pas une évaluation. C'est pour vous dire. Chacun fera son point. Vous savez, la vie des institutions, ce n'est pas ce que nous en disons. Les institutions sont créées par le peuple, dans la Constitution. C'est sa volonté. Il y met ce qu'il veut. Évidemment, les constituants, qui sont des hommes. Donc, on a demandé à l'autre, c'est quoi la meilleure constitution? Je pense que c'est un président, je ne sais pas qui c'est, pour quel peuple et à quelle période. Donc, à chaque période, des personnalités qui incarnent la volonté populaire de l'instant, et dans le contexte de l'instant, érigent des normes majeures qu'on appelle la Constitution, qui sont regroupées dans un document qu'on appelle la Constitution. Et c'est la volonté de l'instant. Elle peut changer
au fur et à mesure que les réalités changent. Et aujourd'hui, nous avons la réalité du compte du Sénat. Il n'y a personne pour l'évaluer. Le Sénat, qui évalue quelle institution? On critique, on commente, on apprécie, mais on ne valide pas. C'est une sorte d'évaluation. Enfin, c'est des regards, parce que l'évaluation débouche sur des conclusions. Ici, le regard, la Cour constitutionnelle, quand elle a été installée, comme je vous ai dit, d'abord le Haut Conseil de la République, quand il commence par prendre cette décision en qualité de Cour constitutionnelle de transition, ah ben, mon Dieu, on a vu un Bénin nouveau. On dit, tiens, on a une institution nouvelle. Et ceux qui l'avaient conçu, même, ont commencé par en avoir peur, au point que son installation a traîné. On a fini. La loi organique de la Cour constitutionnelle a été prise le 4 mars 1991. L'institution a été installée en mai 1993. Et sur pression de Monseigneur de Sousa par ailleurs, sa démission. Parce qu'on a commencé par en avoir peur. Dès la première décision du Haut Conseil de la République, siégeant en qualité de Cour constitutionnelle, parce qu'on a vu que cette affaire est plus grande qu'on ne le pense. Et Mathieu Kelkou dira plus tard que c'est pour moi qu'ils ont créé ça. Parce qu'ils ont dit qu'il est têtu et qu'il faut qu'on lutte. Bon, bref. Donc, voilà l'image que ça a donné. De 1993 à 1996, la vie de l'institution a été mouvementée. Autant le peuple s'y reconnaissait, autant les dirigeants du moment ne s'y reconnaissaient pas. Et c'était allé jusqu'à l'escalade, à la limite, à des forfaitures qui auraient dû, dans d'autres circonstances, donner lieu à des... Et si aujourd'hui il y avait le Sénat, je suis convaincu que certains auraient déjà vu leurs droits civils retirés parce que c'était des forfaitures. Hélas, qui n'ont jamais d'ailleurs été jugés parce qu'il y a un temps qui s'est passé. Donc, voilà en réalité ce qui s'est passé. Donc, la Cour constitutionnelle, première mandature, a pu prendre le lead. Parce que, pour une fois, on arrivait à réguler le président de la République, le gouvernement, les hommes politiques, leurs actions. On peut remettre en cause l'action du président de la République. Mais ça n'a jamais été le cas à un moment donné. Jamais. Et si ça avait existé, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé en 1965, au point où la coalition Oualogede a quitté à Omandegbe, qui a dû s'éclater rapidement, après un an et demi à peine de pouvoir, parce qu'ils ne s'entendaient pas sur la nomination du président de la Cour suprême. Regardez, ça. Alors, s'il y avait ce type d'institution, on n'aurait pas eu ces moments-là. C'est la même chose. Mais après, affaire de grève, affaire de majorité-minorité, affaire de consensus, la valeur constitutionnelle, affaire de ci, de ça, a fait que c'est allé dans tous les sens. Chacun a commenté, chacun a critiqué, mais elle est toujours là, la Cour. Elle prend toutes ces décisions qui sont en politique d'aucun recours. Et pourtant, les gens affrontent la décision et rien ne leur arrive. Les gens disent, nous, on ne va pas appliquer. C'est une décision politique. D'accord, ils peuvent dire que c'est politique, mais ils ne peuvent pas dire qu'on ne peut pas appliquer. De ne pas aller aux élections parce qu'ils n'est pas d'accord avec la Cour. On dit que c'est une élection monocolore parce que la loi organise son élection. Ça, c'est aller contre la Cour constitutionnelle. Normalement, celui-là, on ne peut pas aller contre les institutions et dire encore qu'on veut servir l'État. Oui, il y a cette dérive verbale qui doivent être maîtrisées et canalisées. Et donc, chacun peut aller de ses commentaires. Donc, du Sénat, chacun va de ses commentaires. Les premières décisions du Sénat, quelque chose, les gens vont commenter, ils vont critiquer. Ne nous attendons pas à ce que le Sénat fasse l'unanimité systématique. C'est une institution. Ils prendront leurs décisions de l'intérieur. Quelqu'un n'est pas d'accord de l'intérieur, il quittera. Un beau jour, on peut décider de ne plus en avoir. Un autre jour, on peut décider d'en avoir. Le peuple est souverain. Et donc, comme c'est nouveau, ça suscite beaucoup de commentaires, beaucoup de... Tout le monde s'attend. Surtout que c'est Patrice Talon qui est toujours là. Il y a une sorte de fixation ou de personnalisation de l'affaire. N'est-ce pas, à raison. Pourquoi pas? C'est les hommes, c'est la décennie Talon. On y est, donc il est le maître du jeu en ces moments-ci. C'est lui qui est... Ça va passer. Comme je vous dis, on a eu les moments, comme moi je dis toujours, on a eu le parti gaulliste. Et à un moment donné, vous pouvez rester en France quand on parle de Charles de Gaulle. Aujourd'hui, après un temps, c'est Chirac. Il y a un temps, il y a Mitterrand. Les Mitterrandiers, je ne sais pas où sont les Mitterrandiers aujourd'hui dans la gauche française. En fait, il fut toujours un temps, parce qu'une personnalité a incarné pendant un certain temps le lead, a incarné la gestion du pouvoir, a porté le lead, était un peu maître du jeu. Il a des partisans. Il a des adversaires, il a une sorte de focalisation sur sa personne et progressivement ça. Aujourd'hui, c'est Wadaï qui est président de la République. Progressivement, il va prendre les devants. Progressivement, aujourd'hui, les premiers jours de Wadaï, la première semaine de Wadaï, les premiers mois de Wadaï, vous allez bientôt, première année de Wadaï, deuxième année, bref. Et progressivement, on va oublier Patrice Talon.
Parce qu'au Sénat, il ne fera pas l'actualité tous les jours. Il ira faire ses marches, il va faire des apparitions privées comme il en a l'habitude, mais progressivement, on sera habitué à ne plus voir passer le talon au cœur du jeu comme on le fait aujourd'hui. Et c'est comme ça partout. Donc, le Sénat va progressivement rentrer dans les habitudes et on va se calmer. Ben, on ne sait pas si c'est sûr, puisque le Sénat a une prérogative et justement, on s'interrogeait dans le plateau de débat qui a suivi en semaine l'élection du bureau sur la mise en œuvre de cette prérogative de retrait des droits civiques, et politiques. Nous sommes tombés à rapide Napoléon Mafroican sur quelques articles de ce règlement intérieur-là. Sur cette question, eh bien, le Sénat a dit qu'il donne des avis, des résolutions et ordonnances. Alors, le Sénat dit qu'il peut prononcer une suspension du droit politique contre un député, par exemple, et ce député... Évidemment. C'est-à-dire dans la Constitution. Donc, le règlement dit. Oui, le règlement va dire peut-être les conditions, sinon, c'est déjà la Constitution qui le dit. Et ce député est immédiatement interdit d'accès aux travaux de l'Assemblée nationale. Si le Sénat prononce un retrait des droits politiques, cela emporte la déchéance automatique de sa qualité de député. C'est l'article 50 sur lequel nous sommes tombés. Et voici, moi, ma question pour un élu de la République qui peut connaître jusqu'à déchéance de cette manière-là, Agapit Napoléon Mafroican. Est-ce à dire que les procédures qu'on a connues juste là, levée d'immunité ou en flagrant délit, passent à la justice, ces procédures sont caduques? Qui a fait de l'élu ce qu'il est? Et le peuple? Non. Et la Constitution. Parfait, la Constitution. Oui. Donc cette Constitution, j'ai dit à un moment donné, les normes majeures sont consignées dans un document qu'on appelle la Constitution. Il est un peu comme la Sainte Bible politique, la Sainte Bible d'un État. Si on peut le Saint-Coran. C'est-à-dire que c'est le document essentiel de référence majeure que nul ne peut piétiner. Oui, dit comme ça, oui. Oui, c'est bon. Quand j'évoque les livres saints, c'est pour dire simplement, c'est pour leur donner la valeur, la sacralisation. Donc, la Constitution est le document sacré d'un État, enfin d'un État, quelle qu'il soit sa forme. Donc, dès lors, toutes les dispositions ont les mêmes valeurs à l'intérieur de la Constitution. Donc, l'élu qui a des pouvoirs et des prérogatives a des limites aussi. Et c'est fait que le Sénat, dans la Constitution, a pour vocation, a pour de retirer les droits civils, c'est civil et politique. Voilà. Alors donc, si le Sénat a ce pouvoir, et il enlève à quelqu'un, encore il y a un problème. C'est la Constitution qui l'a dit. La Constitution qui a fait de vous. Vous et moi, on est ici comme des anonymes. Oui. Par le biais d'une élection ou d'une nomination, nous prenons d'autres casquettes. Exact. Et nous prenons suprématie, on prend prérogative ou bien suprématie sur d'autres types de citoyens avec qui on a peut-être moins de diplômes, hein, mais qu'un acte nous a fait chef, comme on le dit en griffe. C'est la valeur de cet acte? Dès que l'acte est abrogé, on n'a plus cette valeur. C'est la même chose. La Constitution fait de vous un élu. Vous partez aux élections, vous êtes élu de la nation, vous n'avez pas demandé impératif. C'est ça un député. Bien. Vous ne respectez pas la règle du jeu. Parce que les gens en charge de réguler disent, je vous retire votre pouvoir. On n'a plus besoin de passer par l'immunité, par la levée de l'immunité. Ça, c'est les procédures judiciaires. Non, c'est pas caduque. Enfin, un député qui vole. Non, je dis n'importe quoi. Pour vous montrer un peu, donc je m'excuse, chers honorables, un député qui vole, par exemple, là, on est dans la moralité peut-être, mais le Sénat n'est pas juge de la moralité. Et donc, le juge, comme c'est du flagrant délit, par exemple, le juge pénal peut lancer la procédure, peut demander la levée de l'immunité parlementaire, et la question est analysée par les députés. Et donc, là, on est en procédure judiciaire. Ici, on est dans une norme politique. Donc, chaque procédure est enfermée dans son couloir au regard de la faute dont il est question. Donc, la levée de l'immunité est toujours d'actualité. Le député a toujours son immunité, mais dès qu'il perd ce droit civil, il n'a plus de... Donc, on ne fragilise pas d'office cette immunité-là. Pas du tout, mais qui fragilise? C'est à lui de savoir ce qu'il doit faire. Lorsqu'il y a eu au jardin d'Éden les violations des prescriptions, on n'a fragilisé personne, on a renvoyé les gens au travail.
C'est tout. On les a renvoyés au travail. On leur a dit, mais bon, voilà, tu es devenu majeur, tu connais tout. Bon, on allait faire travailler déjà. Mais c'est tout. Est-ce qu'on a fragilise quelqu'un? C'est la même chose. On ne fragilise personne. Vous avez enfreint les normes, on vous applique la règle, c'est tout. Après, c'est sûr que, je n'ai pas lu le règlement intérieur, je l'avoue, mais c'est sûr que, et je n'ai pas vu dans la Constitution que les décisions du Sénat ne sont sujettes d'aucun recours. Donc, du coup, non seulement du contradictoire, mais le recours. C'est-à-dire que le recours, c'est auprès d'une autre juridiction. Oui. Je pense que dès que ce droit est levé, le député peut aller se pouvoir. Et on a deux institutions. On a la Cour constitutionnelle et on a la Cour suprême. Ça dépend de. Mais dans le cas d'expert, je pense que ça va être la Cour constitutionnelle pour analyser la constitutionnalité de la décision. Je vois ce qui va j'entrevois ce qui va se passer. Mais, les voies de recours sont là. Et donc, le député va se pouvoir, normalement. En fait, c'est ça que je vous parle de l'équilibre désormais. Donc, ce n'est plus quelqu'un qui va prendre par exemple, lorsque le député dit qu'on les a corrompus, lorsqu'il déclare, le député dit que tous les députés ont été corrompus. Si c'est vrai. Mais justement, mais il faut bien pousser pour savoir si c'est vrai ou faux, s'ils ont été corrompus. Et si c'est vrai, prends les mesures qui s'imposent. Si c'est faux, prends les mesures qui s'imposent. Mais ces choses-là ont existé. Et comme je l'ai dit, ce plateau, le député dit, moi je ne crois pas à la justice de mon pays. Mais mes pauvres parents, à cause desquels on applique, le nul n'est censé ignorer la loi, les lois qu'eux ils font, au nom desquelles on nous frappe, nous, et mes parents et moi, et lui vient gaillardement dire, je ne crois pas à la justice de mon pays. Mais qui va croire alors? Est-ce que les lois sont faites pour que quelqu'un croit et quelqu'un ne croit pas? En fait, c'est ça. Nous devons, vous et moi, devons être heureux, contents. Au nom du peuple, donc à la place du peuple, parce qu'on est le peuple, on doit être content que cette discussion-là désormais existe et oblige l'homme politique à un peu plus de retenue lorsqu'il trouve le pupitre ou lorsqu'il se retrouve à parler. On peut tout dire, mais il y a la manière de le dire. Et cela, justement, réintroduit la question de l'impartialité. Comment on fait pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'abus à Agapit Napoléon Maforika? Comment faire pour savoir que si vous jeûnez, vous avalez la salive ou vous n'avalez pas la salive? Votre réponse me fait sourire, je ne vois pas là où vous voulez en venir. Bon, donc, pourquoi vous voulez anticiper? Parce que c'est une âme donnée à des hommes. Oui, mais comme le chef de l'État, regardez les pouvoirs que le chef de l'État a. Et pourtant, on en a eu depuis. Hein. En tout cas, depuis 90, on en a toujours eu. Et le pays ne sait pas, on a connu toutes sortes de situations, mais il est quand même là. Ce n'est qu'un homme. Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef du plan des armées, lui seul, patron de l'administration. Mais quand je vois le matin, en se mirant, mais il se dit, mais j'ai le droit de vie de mort, mais il n'a quand même pas encore tiré sur quelqu'un pour dire, mais écoute, toi, ta tête ne me plaît pas, je te tue. Non, alors, si un seul individu arrive à garder cette casquette pendant 5 ans, même 2 fois 5 ans, quand même, quand un groupe de personnalités qui ont pris par là, en quoi vous trouvez que c'est compliqué pour eux d'avoir ce pouvoir-là, hein? Donc, moi, j'ai été fasciné. Ouais, les jours des investitures et les 1er août, j'ai toujours été fasciné, personnellement, vieux militant, d'accord, par justement cette personne qui incarne tous ces pouvoirs-là. Pas qu'au Bénin, hein. Voilà, j'ai suivi souvent les trucs en France, aux États-Unis. Imaginez quand Donald Trump finissait son premier mandat. Il devait laisser l'avion. Il avait 1 heure, midi et quelques, où il ne devrait plus occuper l'avion présidentiel. Et il y avait un vent, ou bien une sorte de... En tout cas, les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes, au moment où il devait décoller. Et ça, c'était inextrémiste, mais les médias étaient attentifs à tout ça. Parce que, autant il avait ce pouvoir, lui seul, de faire, autant... En quelques minutes, on lui comptait les minutes où il n'a plus ce pouvoir, il devient citoyen. Vous voyez, tout ça, c'est des postures. Hein? C'est des postures. Et tout ce que vous listez là, ça peut écœurer quelqu'un. Parce qu'il dit, il faut faire ça, ils vont faire ça. Il suffit simplement de relire, et de dire désormais, nous devons faire attention. Et vous allez voir qu'on voit plus, on se focalise trop sur, il n'y a rien de grave en réalité à mon humble avis. Bien au contraire, on demande à chacun d'être responsable.
on demande à chacun d'être responsable. On peut tout dire, on peut dire je ne suis pas d'accord avec cette politique. Cette politique peut nous conduire dans des situations, au lieu de dire dans le désordre, peut nous conduire dans des situations sans issue. On peut dire, il y a plusieurs manières de dire. À mon humble avis, nous aurions peut-être pu faire ceci, mais je ne suis pas c'est pas nous qui sommes là, donc on va aviser en temps opportun. Quand vous allez dire ça, on sait que vous avez pris votre distance. Mais quand on dit que les voyous qui nous dirigent, quand vous dites voyous, à la télévision, un homme politique, un élu, vous dites ces choses-là, les enfants écoutent. Et aujourd'hui, avec le numérique, on remet ça tout ça, et puis ça fait et tout le monde est content parce que quelqu'un a attaqué le pouvoir. Non, le pouvoir est sacré. Et il faut respecter le pouvoir. Oui. Et ceux qui sont détenteurs. Et donc, nul ne peut utiliser son pouvoir pour désacraliser un autre. C'est les mêmes équilibres qui sont gérés dans une constitution. Et donc, chacun doit pouvoir faire attention. Moi, je pense que je ne me plains pas pour ça, bien au contraire. Là, il ne s'agit pas de vous plaindre. Et rappelons que ce carton rouge, comme vous l'appelez, ne se donne que quand, dans les propos, on touche à la cohésion nationale et bien d'autres éléments. Pour que vous compreniez qu'en réalité, regardez, la VAR, c'est-à-dire la vérification par vidéo. Oui. OK. Tout le monde pensait que lorsqu'on va introduire la vidéo, ça va régler beaucoup de problèmes. Oui, ça en a réglé. Mais est-ce que les polémiques ont été autant? Non. Parce que désormais, le gars sait que quand il va tirer le maillot en cheval de réparation, la VAR va démontrer ça. Les entraîneurs, les sélectionneurs, les entraîneurs, et les éduquent en conséquence. Les psychologues les travaillent en conséquence. Et donc, les joueurs ne sont plus tout puissants, surtout ceux qui sont subtils. La fameuse joueuse de Maradona de 86, qui est restée, disons, célèbre, épique, n'aurait jamais pu prévaloir s'il y avait. La main de Thierry Henry n'aurait jamais pu prévaloir en 2008 ou 2009. C'est dire quoi? Donc, que l'existence du régulateur vous oblige à changer. Donc, la dernière Coupe du Monde de football nous a montré quoi? Que oui, les arbitres deviennent toujours maîtres du jeu, mais ils vont aller regarder, ils vont regarder et ils prennent une décision. On a vu des buts annulés et de mieux en mieux, l'arbitre explique que, bon voilà, le joueur X a fait ceci, la balle n'a pas dépassé la ligne de but, donc il n'y a pas but. Et donc il le dit et tout le monde comprend pourquoi c'est fait. Ça change, mais ça ne va jamais régler tous les problèmes. Mais ça règle une partie. Voilà ce que le Sénat va faire. Donc, laissez tranquillement les députés, qui perdent son droit, si les droits, il y a ce pouvoir. Ça, c'est vous ce qui est du député. Il y a ce pouvoir. L'homme politique qui va on va revenir là-dessus pour voir ce que les autres risquent, voilà. Évidemment. Ne vous plaignez pas pour lui. Lui, il est déjà une personnalité, déjà. Élu du peuple. Vous ne l'êtes pas encore. Lui, il n'a qu'à se contrôler et servir le peuple qu'il a élu. Et le servir avec loyauté et responsabilité. Finissons avec le règlement intérieur du Sénat pour ce qu'on a vu avec ces articles 29, 63 et 64 qui se rejoignent plus ou moins. Contrairement à l'Assemblée nationale, les séances plénières du Sénat ne sont pas publiques, sauf cas d'exception décidé par le Sénat. Et pour étudier les lois, le Sénat fait appel à un bureau d'appui juridique et à une liste d'experts agréés par cette institution. Pourquoi faire le choix d'une confidentialité, j'y arrive, des débats pour une institution censée réguler la vie politique qui est d'office public à la ville d'Appel? On ne régule pas dans le bruit. D'accord, mais encore... On ne régule pas, on ne régule pas dans le bruit, donc il faut laisser les gens tranquillement. C'est une instance de sages, avant que les sages ne décident. Moi, je dis toujours, c'est l'arbre à palabre du temps moderne. Oui. Et il va falloir qu'on enseigne à nos jeunes, et peut-être le concept d'arbre à palabre, et de ces instances traditionnelles de médiation et d'intermédiation qui ont existé et qui ont connu leur succès. Lorsque les sages se retrouvent, vous n'êtes pas là. C'est eux, entre eux d'abord, qui disent. Parce qu'ils peuvent avoir des contradictions. Ils peuvent avoir des manières de voir différentes. Donc, ils se retrouvent d'abord. Ils essayent de tamiser, de régler leurs propres différences, d'avoir leur entente ou leur mésentente, de s'entendre sur leur mésentente, et donc de décider de la ligne à suivre. On vous appelle, pas pour s'expliquer, pour vous dire la sentence. Soit on vous écoute, on vous dit de partir. Et après, on vous appelle pour dire voilà la sentence.
Voilà. On ne vous demande pas votre avis après. Voilà, ça a existé, ça a fonctionné pendant des décennies, des siècles. Alors on a amené les voies modernes, avec les voies modernes qui ne sont pas de notre tradition, qui sont d'une tradition, d'une culture différente. On s'accommode. Mais si on décide d'essayer un mix entre l'ancien modèle, les modèles anciens et la modernité, bon, mais essayons de voir ce que ça va donner. Mais on ne décide pas dans le bruit. L'Assemblée nationale, pourquoi les travaux des commissions parlementaires ne sont pas publics? Non, le plus important, n'est-ce pas, la plénière? Non, la commission. La commission travaille sur le contenu et donne un avis après. Mais le vrai travail se fait en commission. D'accord. Mais le débat se fait après. Non, on ne se limite pas au rapport de la commission. La plénière, c'est la politique. La commission, c'est politique et technique. Donc, il y a plus de choses qui se disent en commission qui ne se disent pas en plénière. Et vous n'avez pas toute la latitude. La plénière, c'est selon le temps qu'on donne au débat. On peut demander, parfois le président de la commission fait un rapport oral et le débat se fait en plénière. Donc, le vrai débat est en commission. Et le peuple n'est pas invité là. Ça se joue entre le parlementaire, la commission, les parlementaires et éventuellement les personnalités qui c'est un projet de loi, le gouvernement y est. C'est une proposition, il y est, bon, à certains experts dont la commission a besoin. Donc c'est dit que tout ne se fait pas devant le public. Parce que pourquoi le conseil des ministres ne se fait pas? Puis c'est quand même le conseil des ministres. C'est le gouvernement de la République. Pourquoi on ne peut pas faire ça au salon de peuple, dans la salle de peuple du palais de la présidence, pour que tout le monde y soit? Quand ils hont. C'est ça on a dit non. Donc le hon là, on ferme. Et c'est la même chose, que ce soit les délibérations de la Cour constitutionnelle ne se font pas devant tout le monde. Quand vous le juge... Non, c'est le professeur Djogbenou qui a amené même comment il appelle, l'ouverture. Vous n'allez pas demander à Mme Poyon de faire ces choses-là ouvertement, elle ne connaissait pas. Elle ne connaît pas. Mme Wensou n'a pas. Imaginez même Maître Robert Dossou ne l'a pas fait. Le professeur Théodore Lo non plus. Donc il a fallu plus de 30 ans après pour qu'on invente. Et là encore, ça c'est limite. Vous parlez, mais le débat entre eux ne se fait pas devant vous. La décision, non. Non, le débat entre les 7 sages ne se font pas devant le public. Parce que justement, c'est là la décision. C'est pas ce que vous venez dire. Ce que vous dites là, il y a public, bon, ça c'est... Mais le débat ne se fait pas. Parce que là où on délibère, il ne doit pas avoir du bruit. Et le bruit ne fait pas du bien à la délibération. Bon, ce n'est pas toutes les sessions non plus, enfin, toutes les plénières qui sont à huis clos, certaines au besoin. Ils le décideront, c'est eux qui aviseront. Ils l'ont précisé d'ailleurs, ils l'ont précisé dans le règlement. On finit sur la question du Sénat avec la tête même de ce Sénat, République Napoléon Bafoué. C'est une question qui est revenue, et nous avons déjà posé cette question à notre invité de l'entretien ce matin. C'est une question précisément portée par l'un de nos téléspectateurs et je vous la fais également. Et elle dit ceci, alors avec Patrice Talon qui prend cette institution, quand on observe un peu l'environnement sous-régional, l'avènement de l'ancien président de la République est-il une opportunité ou une faiblesse à la réouverture des frontières avec le Niger, au vu évidemment des tensions pensées et du niveau de crispation entre Niamey et Cotonou au cours du magistère de Patrice Talon? Je vais vous dire clairement, pour moi, si ça tarde, c'est parce que justement, les Nigériens se disent toujours Talon tout là. C'est ma manière de voir. Si ça tarde, ils se disent toujours, bon, Talon est là, comment on va essayer de contourner? Voilà, on aime bien Wadaï, mais bon, Talon est quand même toujours là. En fait, c'est ce que moi je pense. Bon, mais est-ce que c'est vraiment ça? Voilà la question. Moi, je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'en réalité, ça ne sera que la recherche permanente. Quand Tiani a parlé, évidemment, quand il a parlé, il a dit penser les plaies. Bon, laissons le Niger penser les plaies. Moi, je trouve que, donc je dis aux téléspectateurs, en réalité, je pense que le Bénin a fait ce qu'il pouvait faire. Déjà, le président Talon lui-même a commencé par faire ce qu'on devrait faire, ce qu'on pourrait faire. Lui-même a commencé. Il y a eu des champs de ministres, il y a eu, et même les anciens chefs d'État ont même engagé. Donc, déjà, avant l'avènement de président Wadaï,
on a tenté de faire ce qu'on pourrait faire. Ça n'a pas peut-être pesé. Le président Wadaï est venu dans un esprit d'ouverture. Mais il n'a pas manqué de dire que nous restons nous-mêmes. C'est quand même important. Donc, dans son discours d'investiture, qui pour moi est une sorte de bréviaire, je dis toujours, il a tout dit. Et comme il a tout dit, le Bénin est un État souverain. Il y a des choses qu'on ne nous dictera pas. Le Niger est un État souverain. Il y a des choses qu'on ne lui dictera pas. Et donc, c'est ça, dès que tu seras prêt, ça va s'ouvrir. Je ne pense pas que la famine frapperait d'un côté comme de l'autre parce que les frontières sont fermées. L'idéal aurait été de les avoir ouvertes. Mais bon, si ça resté fermé, ça n'empêche pas. Le porte-parole ce matin disait que ça n'empêche personne de respirer. Donc du coup, ça viendra en son temps. Moi, je respecte la posture nigérienne. Ils disent qu'ils veulent penser le peuple. Voilà, mais vraiment, il faut les laisser. Ça, ouais, ça dépend toujours de comment chacun perçoit sa chose. Et si la France est le bouc émissaire aussi, ou bien elle le pays qui perturbe aussi, bon, c'est pas demain que nous allons rompre nos relations avec la France, puisqu'on ne dit pas au Niger avec qui il doit faire ses relations diplomatiques. Donc, du coup, moi, je respecte. Je me dis qu'on a déjà dépassé les moments où on bombe le torse. Je pense qu'il faut laisser chaque pays de se gérer. Et quand viendra le moment, ça se fera. Voilà. La frontière, ça se fera de lui-même. Oui, encore plus sur la frontière. Nos frontières. Bon, c'est vrai que les camions... Vous aurez raison de poser la question. Les camions ne peuvent pas partir, d'accord, mais bon, enfin, nos frontières sont nos frontières. Enfin... Je vous comprends. On va pas tout dire à l'antenne. Allez, on va finir néanmoins avec cette question, si vous la permettez, Agapet Naplemaforican. Vers la fin de l'entretien avec M. Agossa, on a introduit la préoccupation du chef de la majorité aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui l'est? Sa réponse a été dans un choix sémantique précis. Patrice Talon, leader politique, leader charismatique, j'allais dire. Romuald Wadaini guide et les partis politiques sont complètement autonomes et qu'on ne peut pas désigner un chef de la majorité aujourd'hui, d'autant plus que les contextes sont complètement différents de celui dans lequel Patrice Talon a créé lui-même cette formation politique. Vous retrouverez dans un forum politique une de mes déclarations, une ou deux fois ou trois fois même, ici ou là, où je n'ai pas dit le contraire. Le président Wadaï n'est pas le patron des deux partis, mais Patrice Talon en était. Donc aujourd'hui, Patrice Talon n'est plus le patron des deux partis, mais il est toujours là, comme... Effectivement, comme il a dit, c'est le parrain, c'est le tonton, c'est un peu le médiateur central. C'est lui qui les a créés. N'ayant plus n'ayant plus le pouvoir central aujourd'hui, et surtout se retrouver au Sénat, il est dépouillé de l'activité politique. Mais ça ne va pas empêcher quelqu'un d'aller le voir quand même. Si Biotchani a besoin de conseils, il n'est pas interdit qu'il aille le voir. S'il a besoin de son avis entre deux tasses entre un moment de café ou de thé, pour avoir du cognac, je ne sais pas s'ils en prennent, mais ils en parleront. Donc, par contre, le président Wadaï, je ne pense pas que son rôle là, il se concentrerait sur... Je pense aujourd'hui, et c'est là l'avantage de ce qui se passe aujourd'hui, de rééquilibre. Le président Wadaï n'a pas besoin, dans l'absolu, je vous l'ai dit, d'être chef de majorité. Il a besoin de partenaires. Donc, quels sont les partis politiques? Et ils sont au Parlement. S'il a besoin d'une loi, il sait qui il doit voir pour dire, ok, j'ai besoin que cette loi passe en projet d'urgence. On peut gérer ça sans avoir de crise par ailleurs. S'il y a une loi qui peut créer une certaine situation, ça peut se gérer entre les chefs de majorité. Soit ils déjeunent avec le président du groupe parlementaire, soit ils déjeunent avec les chefs de parti. Il se fait que les deux chefs de parti sont chefs d'institution aujourd'hui, sont présidents d'institution. Donc, ils ont des cadres pour se voir. Mais c'est fini cette affaire. On ne peut plus se mettre dans la posture de Patrice Talon de 2018-2019, où il a créé et il fallait faire vivre. Aujourd'hui, ces partis sont là, ils vivent, ils essayent de s'habituer. Ils n'ont plus besoin de se référer systématiquement à Patrice Talon, mais ils savent qu'il est là et qu'il peut toujours conseiller entre deux
tasse de quelque chose. Donc, Vous voilà. avez dit que Romuald Wadani, le président, a besoin de partenaires, certainement politiques. Mais les partenariats peuvent être rompus à Capitaine Napoléon Maforika. D'accord, je vous ai parlé d'équilibre des institutions. Oui. Très politique. Ok. Loi. Si une loi est retoquée, le gouvernement peut demander une deuxième lecture, une seconde lecture. Si la loi ne fait pas, c'est une loi politique qui ne fait pas le truc du peuple, le Sénat est là. En réalité, les pouvoirs sont équilibrés. Les partis continuent. Les partis ont en main les mairies. Et le président Ouaddaï a parlé du pôle du développement. Comment va-t-il mettre en place un pôle du développement sans nécessairement impliquer les mairies, les collectivités territoriales? Aujourd'hui, on a fait ce que les gens ont demandé depuis des décennies. Je m'appelle autorisation et compétence. Aujourd'hui, j'ai lu, j'ai vu les titres, j'ai pas encore lu que des agents de santé ont été reversés dans les collectivités. Exact. Mais l'État fait beaucoup pour les collectivités. Qui est là-bas? C'est les partis politiques. Donc, ils ont la même politique. Et c'est eux qui désignent aux élections. C'est eux qui parrainent. Mais le président, lui, gouverne. Et dans ce jeu, il y aura des échanges avec les chefs de la majorité. Que l'UP, le Renouveau, a un chef. Le Bloc, le Républicain, a un chef. Au moins, il y a deux partis qui sont à l'Assemblée nationale. On verra l'équilibre qu'on aura en 2033. Mais 2033 est tellement loin de nous qu'il faut qu'on reste en 2026. Et donc, pour moi, je ne vois pas du tout en quoi on a besoin d'un chef de la majorité. Le chef de l'État, il est chef de tout en termes d'institution. Président de la République, chef de l'État. Après, il y a une régulation, il y a une répartition des rôles par la Constitution elle-même. Et la Constitution a réparti les rôles entre le président de la République et les partis politiques en la matière. Et pour le sortir des carcans des partis politiques, s'il veut revenir, s'il veut briguer un deuxième mandat, un second mandat, il n'a pas besoin de parrainage. Ça le libère du joug des partis politiques. Ça le met au-dessus. Et ça n'enlève rien à l'influence des partis politiques. Parce que c'est eux qui vont envoyer aux élections, c'est eux qui proposent ceux qui vont au Parlement, c'est eux qui font. Il y a un partage équilibré de ces choses qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. La partie Salon est venue mettre en place ce que Barnier a appelé la refondation de la République. Et on l'a appelé, sous partie Salon, la rupture. Il est venu le Bénin révélé. Et donc, ça se met en place progressivement. Et ces éléments que vous posez comme problème sont aujourd'hui le nouveau visage de ce Bénin révélé qui va finalement se mettre en place totalement lorsque tout le monde comprendra et lorsque tout le mix sera fait. Donc, les questions que vous posez sont des questions normales. Les progressions des populations sont normales parce que c'est nouveau tout ça. Donc, c'est le nouveau contexte, il faut s'habituer. Oui. Absolument. Quittons à présent le terrain politique pour aborder le sujet relatif à l'extension des Vodou-Déistes. Ce matin, le ministre porte-parole du gouvernement a clarifié le cadre juridique. On s'interrogeait sur comment cela va se faire. Eh bien, la loi a fixé les jours chômés et également encadré la fête des religions traditionnelles, mais l'exécutif pilote l'événement. C'est un peu le résumé de sa réponse ce matin. Mais avec des festivités étalées sur une semaine entière, la question ou l'autre question sera comment concilier cet engouement culturel et touristique avec les impératifs de productivité dans l'administration. D'abord, moi, j'ai déploré la communication telle qu'elle a été gérée. On ne peut pas, ce n'est pas le président du risque qui va nous dire que le vaudou des plans, c'est pas. L'importance qu'on donne à cette affaire a été tellement un peu. C'est au détour d'un truc, c'est sorti comme ça, non. Alors que ça a été mis en place par le gouvernement. Et on l'a expliqué. Il y a eu une méthode avec laquelle on a compris que la fête des religions endogènes va devenir le vaudou des vaudou-dés et la loi a été votée dans ce sens où on dit bon le premier vendredi ou bien le jeudi précédent. Bon. Bref. Il y a une communication qui avait entouré et qui avait expliqué. Et puis du jour au lendemain, donc ça a créé une sorte ça perturbe. Or, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est aussi simple. Donc il faudrait, ces choses sont très sérieuses.
pour que ça vienne un peu. Oui, c'est vrai qu'avec le tout numérique, aujourd'hui, toute sorte de décision peut être balancée ici et là. Non, mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne un peu à ça. Peut-être qu'il a dévancé l'agenda de communication du Oui, gouvernement. Peut-être non, c'est son droit, moi, Évidemment, moi donc, j'apprécie, c'est tout. Moi, j'ai le droit d'apprécier aussi. Donc, donc, du coup, j'apprécie et j'estime en tant que communicant que c'est ça qui nous donne. Si ça avait donné, s'il y avait une bonne communication du gouvernement là-dessus, ou bien le porte-parole du gouvernement, comme il est sorti, le sujet avait été évoqué l'une par l'une, comme, bref, ou bien un communiqué du gouvernement sortait, ou bien le ministre en charge du dossier faisait une sortie et expliquait ça aux médias. Ça, toutes les questions auraient été posées d'un trait et on aurait vu un peu le schéma nouveau en donnant peut-être un décret ou bien un arrêté pour organiser. Bien. Maintenant, je vais répondre. Écoutez, ça peut durer même un mois. L'administration n'aura aucun problème, puisque ceux qui vont à Ouida ne sont pas que des fonctionnaires. Pas du tout. Et puis, quand vous allez finir, si c'est des colloques, d'accord, vous ne pouvez pas participer peut-être en semaine, mais quand c'est des petites soirées qui agrémentent, vous finissez votre boulot. Aujourd'hui, il y a la route des pêches, et aujourd'hui, il y a plusieurs accès pour aller à Ouida. Donc, vous finissez, vous quittez l'administration, et puis vous roulez directement sur Ouida. Et ça permettait d'animer les buvettes, les bars, les petits, de faire vendre les bibelots, les gadgets. 2 jours étaient trop justes, à mon humble avis. Et moi, je suis... Non, c'est vrai, c'était trop juste. C'était une journée, on est passé après à... Oui, même là, mais je pense qu'une semaine est raisonnable. C'est selon l'année, pardon, et parce que 2027 nous offre une conjoncture précise. Absolument, c'est vrai. A... Mais même, imaginons que le 1er janvier soit un lundi. Alors, si la venue veulent démarrer, ça peut démarrer. Donc, ça démarre le lundi, le dimanche. On verra tout ça. De toute façon, l'idée a été lancée. Après, les réflexions, les experts vont réfléchir et sortir. Est-ce que c'est 2027 seulement qui est sur une pour semaine? Le moment. Voilà, peut-être que c'est à titre expérimental. Peut-être pour voir un peu. Mais j'estime qu'il faut bâtir maintenant une culture de Vaudou-Dé. Moi, j'estime qu'on n'a même pas besoin nécessairement d'attendre janvier pour faire ça. Bâtir une culture de Vaudou-Dé, c'est rentabiliser les lieux, les sites, avec une animation sur l'année, avec la vente des gadgets, avec des guides, un peu comme des guides qui vous montrent un peu, vous allez à Ouida à n'importe quelle période, on vous fait circuler sur le périmètre de Ouida. Dans l'informel, ça se fait. Voilà, ouais, non. Donc, et vous achetez en même temps des petits bibelots, des petits gadgets de Vaudou-Dé. Et vous vivez Vaudou-Dé sur place en août où on est en vacances, où les enfants ont besoin de chanter et danser au pied de l'Amazon, c'est sûr, mais également d'aller peut-être voir Ouida, de voir ces choses. Donc, il y a des possibilités aujourd'hui. Festival de masques à Porte-Nouveau, et ceci par là. On peut créer sur l'année une ambiance Vaudou-Dé. Fin d'année, d'accord, les congés de détente, les moments comme ça, il peut y avoir une animation un peu particulière par là. Et les colloques scientifiques se feront, c'est une semaine, des thématiques sur la semaine Vaudou-Dé, et alors les manifestations culturelles, même sont sur 2 ou 3 jours. Je pense que les réflexions sont en cours, donc du coup, on va suivre, rien n'est taillé dans du marbre, donc c'est déjà bien qu'il y ait une possibilité d'analyser, d'expérimenter et de voir. Je pense que moi j'opterais volontiers pour, j'étais questionné pour une année, non, pour un esprit Vaudou-Dé qui est sur place, un peu une vie par là. Je descends au Bénin, je vais à Ouida, alors qu'en janvier je peux avoir un autre agenda. Donc je descends à Ouida, je vais à Ouida, je vais au culte, je vais au temple de telle divinité, et quelqu'un là, il m'explique le côté culturel. Puis c'est de ça qu'on parle. Bon, alors si j'ai envie de me faire initier, alors on me dira comment faire, j'aurai l'ordonnance, et je déciderai, et ainsi de suite. Et je pense que, vu ainsi, on va faire du tourisme. Cette volonté
du gouvernement de miser sur le tourisme, ça va se densifier. Ça se densifie même pour l'année prochaine de la Gani. Eh bien, ce sont les organismes qui s'occupent des Vodun Days et qui organiseront justement la Gani prochaine. Ouais, donc du coup, donc la mission touristique, elle est... On est là-dessus. J'espère bien que, bon, progressif. Ouais, c'est en fait notre chance ou notre malchance, c'est que nous vivons ces choses-là. On les vit au moment où la réflexion se fait. On les vit au fur et à mesure, mais toute génération connaît ça. On les vit, donc on a la possibilité de commenter. Exactement. Quand ça va finir par prendre corps et se stabiliser, d'autres générations sont peut-être là. Et eux, ils vont dire, en telle année, l'idée a germé, ça a évolué de telle manière, il y a eu ci, il y a eu ça, et finalement, et ça va rentrer dans l'histoire qu'un guide va compter peut-être de mémoire. Vous allez aujourd'hui à Dakar, passer à Gorée, quelqu'un est là, il vous raconte un peu de tout, périmètre, là où l'esclave est mis, le périmètre, là où on met les femmes, là où on met les hommes, bon, les femmes qui tombent enceintes, alors qu'elles sont seules, comment on s'occupe d'elles. Bref, et on vous montre tout, jusqu'à la porte du non-retour, ou bien ça tombe sur la mer. Mais ceux qui sont là n'ont jamais vécu ça. On leur a raconté. Oui. Mais ils racontent de mémoire aujourd'hui. Le célèbre personnage qui était là quand moi j'étais en 97 n'est plus aujourd'hui là, mais celui que moi j'ai vu il y a quelques mois, enfin, pas celui, les guides que moi j'ai vu, ils sont un certain nombre de guides. Parfois, ils n'ont peut-être pas la rhétorique des anciens, mais ils essayent de se gérer. Et ça tourne. Et ça, les chaloups sont tout remplis. Et ça a un grand mouvement sur Gorée systématiquement. Donc, notre Dakar, notre Ouida, notre porte-nouveau pour les masques, notre Niki pour la Gani, ça va se mettre en place. Évidemment. Et on va vendre. Et notre Venise. Le Gambier. Le Gambier, voilà. Effectivement. Tout un projet également là-bas. Allez, nous sommes en train de sortir d'antenne ici à Agapit National Africain pour les sujets que nous avons dont nous devons parler. Eh bien, nous les avons évidés. C'est le moment pour nous, mesdames et messieurs, de vous quitter, mais sur une note informative. Nous devons vous informer que ce décryptage est le dernier de la saison ou de l'année politique, si vous préférez. Nous allons prendre une petite pause jusqu'au mois de septembre, début septembre, le 6 précisément, afin de vous revenir donc dans un nouveau format. En tout cas, nous y réfléchissons pour vous proposer donc toujours cette émission. Mais avant la reprise, voilà, nous sommes en train de préparer la der, si je peux le dire comme ça, pour donner la parole à des jeunes sur ce plateau. Et c'est là que vous intervenez, Agapit Napoléon Africain. Oui, merci Angèle. Nous avons été sollicités. Nous allons organiser une version un peu grand public. Quand on dit grand public, c'est pas la foule, c'est une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui vont, disons, être instruits à la pédagogie, donc du décryptage. C'est quoi le décryptage? Pourquoi on décrypte? Pour quelle finalité? Est-ce que le consultant politique a la science infuse? Est-ce qu'il détient la parole? Est-ce que c'est lui seul qui sait tout, qui peut tout dire? Il prend des airs peut-être, l'animateur ou l'animatrice, est-ce que pose les questions qu'il faut, quand il le faut. Bref, on va faire cette pédagogie soit avant la rentrée, donc le dimanche 30, soit pendant, oui, mais probablement à diffuser le dimanche 30, certainement enregistré un peu avant. Donc, pour faire court, c'est un peu cela. On est en train donc de penser, faire un peu de répit et de faire de la rediff de certains programmes donc du décryptage qui ont animé l'année politique. Août 2025 et août 2026 et juillet 2026, début août. On a aujourd'hui le 9. Et donc, on va réfléchir sur la formulation nouvelle. Ça peut rester le même format, ça peut changer, mais on va parler avec ces jeunes-là et leur laisser un peu la parole aussi. Et puis, voilà. Et puis, vous écoutez pour ceux qui nous font l'honneur d'interagir sur les réseaux sociaux ou ceux qui nous écrivent directement. On va essayer de lire et voir dans quelle mesure servir mieux, dans un contexte de trêve politique évidemment, mais un contexte où l'actualité ne va jamais en congé ou en vacances. Donc voilà. Rendez-vous donc le 30 août ou le 6 septembre pour la version grand public
et aussitôt après, on reprend, disons, avec le vrai format. Donc, le gouvernement aurait repris pleinement le travail, puisque de toute façon, ils sont en congé, mais ça tourne toujours, comme on le dit. Donc, on verra bien l'orientation nouvelle du président de la République, enfin, les nouvelles orientations de la rentrée, et ça nous permettra de nous canaliser, et donc de nous projeter sur la nouvelle année politique. Exactement. Et il faut préciser que la participation à ce programme ou à cette émission grand public, elle est libre et gratuite, mesdames et messieurs. Donc, vous pouvez nous joindre sur le numéro que vous connaissez, bien évidemment, mesdames et messieurs, ou contacter directement la direction de la chaîne de télévision pour donc vous faire enregistrer. Merci à vous, capitaine Pelema Farika. C'est un plaisir. Je remercie tous les téléspectateurs. Comme je l'ai dit, c'est une année politique qui finit. Elle a été très dense, elle a été... Depuis ce 30 août 2025 jusqu'au premier dernier, c'était sans repos. Merci aux téléspectateurs qui ont toujours été là et qui nous ont accompagnés par les commentaires, comme je l'ai dit. Merci à vous, animatrices, vous, Angèle, et dans une certaine mesure à Maëlle. Merci aux gens de l'ombre, comme on le dit toujours, et technicien, cadreur, preneur de son, réalisateur, et parlant de cadreur, une pensée pour notre ami Feu Aloyon Bonaventure, qui a toujours également tourné cette émission également, et pour qui on a une pensée, et j'ai fait un geste tout à l'heure pour le cadreur, on a dit tourner comment on appelle ça, le viseur, pour que je vois un peu l'image et la cravate, je vais penser un peu, voilà. Donc, c'est ce qu'il savait faire le plus, voilà. Donc, une pensée pour lui, à sa famille, voilà, ainsi va la vie, on fait avec. Merci à toutes et à tous, merci d'être toujours là, et nous, on sera là tant que vous êtes là. Exactement. Parce que nous, on fait tout ça avec vous et pour vous. J'ai plus rien à dire. Je voudrais quand même remercier aussi des amis qui sont à l'extérieur. Je l'ai souvent dit, notre ami Kandeshu, que je n'ai plus depuis un temps, le père Azoumé qui est passé entre-temps et qui est retourné à Marseille, et tous les autres amis qui interagissent là, avec nous par écrit. Cher papa Albert Gastuno, et voilà, mais qui nous fait l'honneur parfois d'intervenir ou d'être disponible. Et toutes les autres personnes. Voilà, et qui suit. Je pense que le premier soutien que nous avons et qui interagit vraiment avec nous dans ce pays, enfin sur le territoire ici, c'est M. Agassouno, qui nous gratifie de temps à autre de ses commentaires et surtout de son soutien. Et ça fait plaisir quand d'autres nous chahutent, et lui, il trouve que nous faisons un travail. Il nous a même honoré d'un repas. Oui, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Il a estimé que c'était pour lui la seule manière simple et symbolique de me dire merci, mais tant mieux. Voilà. Bon, donc j'espère que je vais dire comme à l'époque, mais non. Voilà. Donc à force de citer, on oublie. Alors, je suis désolé, je m'excuse si j'en ai oublié, mais nous vous aimons tous et nous serons toujours là tant que vous êtes là. Et ça sera toujours pour vous. Merci Agapit. Merci mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe. On se retrouve à la rentrée. Ou bien avant, au besoin. Bonne soirée.